en direction de l'Arabie Saoudite s'est effectué tôt ce jeudi matin. Le gouvernement béninois a mis tout en œuvre pour un voyage et un séjour paisible. Remise de chèques aux expropriés du marché de Gros et la zone économique spéciale, la commission d'expropriation et d'indemnisation est passée à l'acte. Un engagement tenu du gouvernement. « 23 juin, date de célébration de la fonction publique. Une journée instituée pour mettre la fonction publique au cœur du développement. À suivre dans ce 20h, un aperçu de l'origine et des objectifs de cette journée. Et puis vers la concrétisation de l'intensification de la production agricole au Bénin, la loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin a été adoptée. On en parle avec notre invité, le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, Doussa Aguemon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui remercie. À tout à l'heure. La République salue la mémoire d'un digne fils du Bénin, Théophile Nata, ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui a atterri sa révérence le 11 juin 2022, a reçu les hommages de la nation. La cérémonie a réuni au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération un parterre de personnalités, Jean-Claude James et Daniel Ada pour le point. Le silence dans cette salle, la posture et le gestuel des personnalités devant la photo du défunt montrent toute la solennité de cet instant hommage à Théophile Nata, un homme de la République. Il ne serait donc pas prétentieux d'affirmer ici que le président Théophile Nata a donné à notre pays le meilleur de lui-même. Il n'a jamais cessé de travailler pour les intérêts supérieurs de notre État. À cet égard, je voudrais m'incliner devant sa mémoire et présenter les sincères condoléances du président de la République, le président Patrice Talon, du gouvernement et de tout le personnel du ministère des Affaires étrangères, car il a été le patron de cette maison, à la famille éplorée, particulièrement à Madame Nata, ainsi qu'à ses enfants. L'ancien étudiant de la Sorbonne n'a pas été que ministre. L'Assemblée nationale est aussi sa maison. Mes collègues et moi saluons à travers lui un passionné serviteur de la République, un homme courageux dont tout le parcours traduit la quête du bien collectif et la préservation de la dignité personnelle. L'université d'Abomey-Calavi regrette aussi le rappel à Dieu d'un ancien enseignant et la HAC, le président de la 4e mandature. Aujourd'hui, il nous faut accepter ta mort. Nos pensées affectueuses t'accompagneront sur ton nouveau chemin. Au nom de toute la famille du patriarche, rassemblés et unis dans la peine et l'action de grâce, je tiens une fois encore à vous dire notre merci infini pour avoir dédié votre précieux temps à cette cérémonie. Après la veille de prière de ce mercredi à Cotonou, le programme des obsèques se poursuit et prendra fin samedi à Natitengu par l'inhumation de feu Théophile Nata qui a bouclé 40 ans de vie en politique. Autre actualité ce soir, c'est une nouvelle force que vient d'avoir le Parti Bloc républicain pour marquer toute la 6e circonscription électorale du Cheval Blanc Cabré. Ce mercredi à Calavi, le réseau AC et son président Atindéo Corneille ont affirmé leur adhésion au Parti Blanc-Vert. C'était en présence de plusieurs conseillers communaux et locaux de Calavi et les responsables du Bloc républicain. Suivez le reportage de Ola Rodrigue Babagüeto et Simon Véon. La nouvelle pierre du Bloc républicain fait son entrée et met en liesse une foule venue de toute la commune d'Abomey-Calavi pour assister à l'adhésion du réseau AC au BR dans la 6e circonscription. L'idéologie prônée par le Parti Bloc républicain cadre résolument avec les idéaux et les actions du réseau AC. Nous déclarons en ce moment, même ubi et orbi, officiellement et solennellement
notre adhésion au grand parti Bloc républicain ce jour, mercredi 22 juillet 2022. Ici, devant cette auguste assemblée, je reçois solennellement votre adhésion au Bloc républicain et je vous déclare désormais membre à part entière du parti Bloc républicain. C'est un allié de taille qui se trouve désormais dans les rangs du Bloc républicain pour les prochaines échéances électorales. Le réseau AC est un grand acteur de développement dans la 6e circonscription avec des cellules installées dans toutes les localités d'Abomey-Calavi. Grâce à vous et à vos militants, nous allons relever ce défi-là et devenir la première force politique de la 6e circonscription électorale, quoi qu'il arrive. Je suis très convaincu que votre arrivée va ouvrir encore la porte à d'autres pour qu'au soir des premières décisions que nous allons avoir dans ce pays, que vous soyez les premiers de ce pays. Dans la 6e. Les yeux sont déjà rivés sur les législatives de 2023 pour une grande victoire. Avec cette adhésion de Corneille à Tindéou, le Bloc républicain est fidèle à sa vocation de rester plus uni, plus fort pour construire le pays. Et cette bonne nouvelle, les préparatifs du Hadj édition 2022 évoluent convenablement. Le président du comité d'organisation et de supervision du Hadj, le ministre Aurélien Agbenonsi, s'est rendu mercredi sur le site d'Apapa. Il est allé échanger avec les responsables en charge et profiter pour vérifier les conditions d'hébergement des candidats au Hadj. Gilles Dansou et Varizoman. Hadj édition 2022. Le gouvernement travaille sans faille pour la réussite de l'opération. Le ministre des Affaires étrangères, en sa qualité du président du comité d'organisation et de supervision du Hadj, ici à Apapa, sur le site d'accueil des candidats. Il s'agit de s'imprégner des réalités du terrain. C'est la deuxième fois que je viens en moins d'une semaine pour m'assurer que les dispositions qui sont prises pour assurer le départ dans de très bonnes conditions de nos pèlerins, que ces dispositions-là sont respectées. J'ai visité le site lorsqu'il était vide. Je le revisite lors de la première opération et je ne suis pas à ma dernière visite. Le constat est reluisant, au dire du président du comité d'orientation et de supervision du Hadj. Ce que j'ai vu de façon concrète, c'est que toute la mission qui a été confiée au bras opérationnel du comité d'orientation et de supervision du Hadj, qui est l'agence de gestion de la logistique des officiels, AGLO, que tout ce qui a été prévu est en place. Les compléments qui avaient été sollicités, pour lesquels des instructions avaient été données, soit par moi-même ou soit par la directrice générale, ces compléments ont été accomplis. Il reste quelques choses mineures qui ne sont pas nécessaires à l'heure où je vous parle, mais qui seront en place, à savoir la sonorisation, pour pouvoir permettre une gestion disciplinée de la foule, parce qu'il y aura foule. Il y a quelques pictogrammes qui vont revenir, mais l'essentiel est en place. Cette bonne préparation annonce à coup sûr de meilleurs résultats. Voilà, ces premiers pèlerins ont décollé de Cotonou au petit matin de ce jeudi en direction de l'Arabie Saoudite. Au niveau du gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour un voyage et un séjour apaisé. Justin Poguet et Daniel Ada nous en dit plus. Dans cet appareil qui décolle, 305 passagers, des Béninois qui effectuent le Hadj, le pèlerinage à la Mecque. Avant d'en arriver là, ils ont dû passer une nuit marathon. Une nuit passée à remplir les formalités d'usage pour le départ vers l'Arabie Saoudite. Le gouvernement a fait beaucoup. Déjà l'encadrement, de garantir aux pèlerins en Arabie Saoudite un logement décent et une restauration de qualité. Par rapport à 2019, vous verrez qu'il y a eu encore des investissements qui ont été faits. Vous voyez un site propre et toutes les commodités aéroportuaires ont été déployées ici. Le site a été construit par le gouvernement pour accueillir les pèlerins, pour gérer toutes les activités aéroportuaires, afin que dès que les pèlerins quittent ici, ils aillent directement sur le tarmac de l'aéroport et embarquent dans les avions. C'est à 1h du matin que tout a commencé. Sur le site d'accueil des pèlerins, le calme qui règne dans la rue n'a rien à voir avec l'activité de l'intérieur. Aboubakar Inoussa.
Accueil, test PCR, Covid oblige, fouille des bagages, fouille des passagers, pesée des bagages. À 5h45, l'embarquement pour l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti commence. Sur le tarmac, Aurélien Agbenossi des Affaires étrangères est présent. Les pèlerins embarquent devant lui. On n'est pas tous habitués, mais bon, le plus important c'est le Hajj. Le gouvernement s'en est occupé avec la rigueur qu'on lui connaît désormais. Le président de la République lui-même a présidé plusieurs réunions et nous avons fait un plan d'opération que nous suivons à la lettre. Tous les détails sont vérifiés. C'est Marcel Okambawa qui est allé vérifier l'état de l'avion avant qu'il n'atterrisse au Bénin. À Cotonou, une seconde vérification est faite. Mais l'avion il est bon. Tous les documents exigés pour le transport de passagers sont à bord et sont à jour. Ensuite, les équipages, soit leur visite médicale. Patrice Talon veut que le Hajj 2022 se passe dans les meilleures conditions possibles. Ces instructions sont suivies à la lettre. À l'arrivée, il y a déjà une équipe du comité d'orientation et de supervision du Hajj qui est sur place pour pouvoir s'assurer que les dispositions qui ont été déjà prises par la mission précédente sont maintenues. 2083 pèlerins béninois qui se rendront en Arabie Saoudite cette année. Presque tout le monde a embarqué à présent. Les derniers encore au sol saluent les efforts du gouvernement et de son chef, confiants que tout se passera bien. On nous a tout fait et c'est très bon. On remercie le président Talon. L'organisation est très parfaite. Nous allons prier que ce gouvernement-là aille en avance. Ils ont promis de prier aussi pour leur pays. Et on prend la direction de l'Assemblée nationale. En plénière mardi, les députés ont adopté la loi numéro 2022-14 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Ils accompagnent ainsi le gouvernement dans son élan, celui d'impulser une nouvelle dynamique au secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était au Parlement. Il a assisté à l'adoption de cette loi. Doris Nathalie Orolabi nous en dit plus. Selon le rapport de la Commission du Plan, de l'Équipement et de la Production présidée par l'honorable Barthélémy Kassa, l'un des objectifs du développement durable est d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir l'agriculture qui tient une place importante dans le développement économique de toute nation. Au Bénin, la production agricole occupe la grande partie de la production active et contribue à environ 35% du PIB. Mais force est de constater que malgré les efforts du gouvernement, les politiques agricoles élaborées au Bénin ne sont toujours pas adaptées aux réalités et potentialités du pays. Dans un contexte d'accroissement démographique et d'urbanisation croissante, l'augmentation de la production agricole nationale devient une condition nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire du Bénin. D'où la nécessité de disposer d'une loi qui favorise l'intensification des produits agricoles à l'effet d'atteindre les objectifs nationaux en matière de sécurité alimentaire. Après les discussions, la loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin a été adoptée par la majorité des députés. Elle compte 8 chapitres répartis en 114 articles. Les amendements apportés au projet de loi ont permis d'améliorer les dispositions générales, notamment les définitions, de renforcer la consommation des produits locaux, de raffermir le traitement des ouvriers agricoles, de prendre en compte les institutions de recherche agricoles et plateformes des organisations agricoles dans le Conseil national d'orientation et de suivi et d'amener l'État à faciliter l'accès aux semences certifiées des cultures de grande consommation. L'Assemblée nationale a également pris acte de l'accord de prêt signé le 12 février 2021 entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement dans le cadre du financement partiel du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants en République du Bénin. Voilà une innovation dans la gouvernance de la production agricole au Bénin. On passe à notre invité, monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture. Pourquoi une loi d'orientation agricole et quelle est sa pertinence? Merci, monsieur le journaliste. Et d'abord, comprenons ce qu'on entend par loi ZAN, la loi d'orientation agricole et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Habituellement, on entend loi d'orientation agricole. Nous avons ajouté SAN, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ça a son importance. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Est-ce que c'est au regard de la crise actuelle? Non, pas vraiment, parce que ce processus a démarré il y a déjà plusieurs années et la crise actuelle que nous vivons n'était pas encore de mise. Et c'était un choix clair du Bénin de mettre un accent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pas parce que le Bénin vit une situation particulièrement critique sur ce point à l'échelle de la sous-région. Au contraire, nous produisons, en tout cas pour ce qui est des produits végétaux, plus qu'il ne faut pour nourrir notre population. Bon an, mal an, nous sommes au moins à 170% de la couverture de nos besoins en produits végétaux. Ceci dit, la sécurité alimentaire a plusieurs dimensions, y compris les questions d'accessibilité. Et quand on en parle, c'est l'accès économique, c'est l'accès social, c'est l'accès physique. Et donc, il se fait qu'il y a quand même des poches au niveau de notre pays qui sont structurellement affectées par l'insécurité alimentaire. Et pour ce qui est de la sécurité nutritionnelle, nous avons quand même encore jusqu'à 32% à peu près de nos enfants âgés de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition chronique. Donc c'est un problème public qui reste encore là, même si pour la sécurité alimentaire, c'est autour de 9% de la population qui, épisodiquement, est affectée par ce phénomène. Voilà, alors, avec l'adoption de cette loi, on voit qu'il y aura de l'abondance. Il y a de l'abondance en perspective au Bénin. Alors, quelles sont les innovations de cette loi? Bon, avant d'aborder les innovations, j'aimerais quand même insister sur quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'une loi? Ça trace le cadre qui va, à travers lequel nous devons gérer le secteur agricole désormais. C'est important d'insister là-dessus parce que, vous savez, on a toujours chanté que notre politique agricole, ça vacille en fonction du ministre qui est là ou du manager qui est là. Et quand vous comprenez, quand c'est au goût de celui qui est là, et qu'il y a un autre facteur important qu'il faut considérer, une petite analyse depuis les indépendants jusqu'en 2015 à peu près, montre que globalement, un ministre en moyenne passait environ 18 à 20 mois quand il est élu. Alors quand le temps est si court pour un ministre, il n'a pas le temps de construire. Donc chacun y va de sa perspective et ça crée des instabilités dans la politique. Donc de ce point de vue, la loi est venue pour cadrer les choses et désormais on a un cadre normatif qui codifie ce que nous devons faire et les points d'attention qui doivent structurer l'action publique et dans le secteur agricole. C'est important de le dire. Maintenant, en termes d'innovation, en substance, qu'est-ce qu'on retient en termes d'innovation? Oui, ce qu'on peut retenir en termes d'innovation, d'abord, j'aimerais dire, nous avons une loi intelligente. Je m'explique. D'abord, la loi codifie déjà les bonnes pratiques dans notre secteur. Et en termes de bonnes pratiques, j'aimerais souligner notamment la question de la participation de l'ensemble des acteurs dans l'élaboration des politiques publiques. Dans la sous-région, le Bénin est le meilleur élève à l'échelle donc de la CEDEAO sur cet aspect-là. Autre élément, pour coller un peu avec les réformes de ces dernières années, c'est la question des pôles de développement agricole. Avec la réforme de territorialisation, rappelez-vous, quand on a engagé cette réforme ici, beaucoup de gens ont dit c'est vraiment intéressant, mais qu'est-ce qui prouve que à la longue, quand il y aura de l'alternance au pouvoir, est-ce que les gens ne vont pas l'abandonner? Aujourd'hui, il y a des éléments dans cette loi qui codent ça. Et donc, il ne suffira pas à quelqu'un de venir au pouvoir pour dire je vais sortir ces éléments-là. Donc, il y a une série d'éléments qui ont été codifiés. La question de la redevabilité, la question de recherche, l'accès aux intrants et la gestion foncière, c'est codifié dedans. Et donc, ça nous met dans un carcan et quel que soit celui qui est là, il doit suivre, il ne doit pas sortir donc de cela. Voilà. L'autre élément, il y a beaucoup de défis qui sont adressés par cette loi. Les questions de changement climatique, les questions de genre, de la productivité, c'est autant d'éléments qui sont adressés donc par cette loi et ça renforce surtout l'intersectorialité. Et là, vous avez plusieurs ministères qui interagissent autour du secteur agricole. C'est codifié dans cette loi. Alors, qu'est-ce que cette loi vient changer concrètement pour le citoyen?
Pour le citoyen, bon, je crois que aujourd'hui, au moins, la sécurité alimentaire nutritionnelle est presque érigée comme un droit. Et ça, c'est quand même un aspect important. Ouais. Et donc, les citoyens sont en droit de s'attendre à un certain nombre de choses de la part de l'État. Et il faut désormais des schémas d'orientation agricole aussi bien au niveau national qu'au niveau des pôles de développement et même au niveau communal. Les citoyens sont en droit désormais de le faire et ça va contribuer à sécuriser, par exemple, le foncier pour les gens. Vous savez, le foncier, c'est un problème très sérieux. Tout à fait. Au niveau donc du Bénin. De mer. Voilà. L'accès équitable aux produits alimentaires, c'est codifié dedans. Oui. Et la discrimination positive qui s'observe à travers certaines opérations en direction des femmes, des jeunes, a été aussi codifiée dans cette loi. Et donc, ça force contraignante désormais. Et on peut demander de compte aux uns aux autres. Hein, et ce n'est pas que l'État qui a des obligations dans cette loi, il y a aussi les autres acteurs du secteur agricole. Et donc ça, je crois que c'est une avancée importante. Merci à vous, Monsieur Dossa-Guémon. Nous allons définir un créneau plus large pour davantage éclairer les Béninois sur cette loi qui vient donc d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Le 23 juin, date de célébration de la journée de la fonction publique. C'est une journée instituée depuis 19 ans pour souligner la contribution du service public au processus de développement. Rebecca Kinjaoudé nous propose à travers ce commentaire un aperçu de l'origine et des objectifs de cette journée. Regardez. 23 juin, date choisie par la communauté internationale pour célébrer la fonction publique. Fonction publique, ensemble des postes impliquant la gestion des affaires publiques, situation juridique de l'agent d'un service public, communément appelé fonctionnaire. Mais pourquoi doit-on célébrer la fonction publique? Quel est le but derrière cette célébration? Nous étions en 2003. La journée des Nations Unies pour la fonction publique sera proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution ARES 57/277. Cette journée vient mettre en valeur le rôle de l'administration publique pour le développement auprès des communautés. Le 23 juin est donc l'occasion de mettre en avant à la fois le travail des agents de la fonction publique et d'encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Chaque année, un prix d'excellence du service public est décerné par l'ONU. Il est devenu au fil du temps la plus prestigieuse reconnaissance internationale de l'excellence dans le secteur public. Chaque année, un thème est retenu au plan international pour lancer les différentes activités allant dans le cadre de la célébration. Et pour cette année 2022, les attentions sont focalisées sur le thème « Reconstruire en mieux après la Covid-19 », renforcer les partenariats innovants pour réaliser les objectifs de développement durable. L'administration publique, pierre angulaire du travail des gouvernements, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie des populations. Réinventer l'administration publique est une voie positive et nécessaire pour aller de l'avant. Sans modernisation et transformation de l'administration publique pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui, il sera impossible de réaliser un avenir meilleur pour tous. Heureusement au Bénin, la dématérialisation de l'administration publique se poursuit. D'ici 2030, grâce à son programme SmartGov, l'administration béninoise sera en mesure d'agir intelligemment pour atteindre les objectifs de développement durable. Voyons à présent cette visite, la visite de la zone industrielle. Le président de la BOAD au lendemain de la signature de 2 accords de financement de projets avec le ministre de l'économie et des finances se rend dans la zone industrielle de Glodjiwe, très impressionné par la vision qui gouverne, la vision donc du gouvernement, la mise en œuvre de cette plateforme industrielle. Serge Okwe l'affirme très clairement au micro de Marcel Arossi. Nous sommes venus sur le terrain
pour mettre de manière très concrète des éléments qui vont nous permettre d'apprécier les financements que nous faisons. Donc là, le fait que nous venions sur le terrain voir de manière très concrète les réalisations qui sont faites, parce que nous sommes une maison d'action et de réalisation, donc cela participe très naturellement de notre ADN et de nos pratiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes toujours très intéressés par les sujets naturellement de développement, mais de création de valeur. Et je dois dire que je suis assez impressionné par deux éléments. Le premier, c'est que nous avons ici une vision. La vision d'une plateforme industrielle, mais également de logistique, avec un fort accent sur l'intégration verticale. Tout est intégré. Et cette plateforme de GlowJB crée de la valeur et traite un sujet qui est fondamental pour nos économies, c'est le sujet de la transformation, la remontée dans les chaînes de valeur. Je dois dire que je suis impressionné, c'est le deuxième point, je suis impressionné par la vision, mais au-delà de la vision, je suis impressionné par la réalisation. Parce qu'une chose est de penser, une autre est d'agir et de réaliser. Et en l'espèce, je constate que nous avons une structure qui avance, qui crée, qui agit. Alors, cela correspond très clairement aux différents mandats de la BOAD, et la BOAD sera toujours aux côtés de telles initiatives. Voilà, le marché de gros et la zone économique spéciale, des projets majeurs du gouvernement qui doivent être concrétisés dans le département de l'Atlantique. La commission d'expropriation et d'indemnisation a procédé mardi à la remise de chèques aux personnes affectées par ces différents projets. Un engagement du gouvernement qui a tenu parole. Lénaïka Bazaou et Benjamin Denayon nous en disent plus. Expropriés pour cause d'utilité publique, ils reçoivent ici des chèques en guise de dédommagement. Ce sont les PAP, personnes affectées par les projets de construction du marché de gros à Abomey-Calavi et de la zone économique spéciale dans la commune de Zé. Sur le site du marché de gros, après la remise des 20 chèques d'aujourd'hui, nous allons atteindre un nombre de chèques remis de 366 pour un montant de 1,862 434 000. Quant au site de la zone économique spéciale, en tout cas sur les 400 hectares que nous sommes en train de traiter actuellement, avec les 21 chèques ce soir, nous allons atteindre un nombre cumulé de 289 chèques pour un montant de 685 millions. Pour le gouvernement, c'est une promesse qui est honorée. C'est la preuve palpable de l'engagement du gouvernement à faire les choses dans les normes et soucieux de la réinstallation des personnes affectées par les différents projets initiés. Je crois que c'est une joie de l'aboutissement du traitement des dossiers pour que un grand nombre de personnes soient dédommagées. La commission interministérielle d'expropriation et d'indemnisation œuvre sur le terrain avec l'accompagnement des PAP pour la libération des différents sites afin que les infrastructures soient réellement réalisées au bonheur de tous les citoyens. Voilà, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rebecca Kinjaondé à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe à vous.